discrimination à l'embauche, un sujet de plus en plus présent dans notre société. Et c'est avec vous, aujourd'hui, que nous allons étaler cette problématique pour tenter d'en venir à bout. C'est avec l'aide du Dr Van Vuckelen, spécialiste dans la discrimination de genre, du Dr Lejeune, spécialiste dans la discrimination de l'âge, et du Dr Leblanc, spécialiste de la discrimination sur base de l'appartenance ethnique, que nous allons tenter de percer à jour ce phénomène inconscient et pourtant connu de tous. Donc la discrimination, pour moi, c'est un réel problème et c'est tout à fait actuel. Il est important et essentiel que chacun y soit attentif afin de tenter de la corriger. Oui, je trouve que la corriger, ce serait déjà un énorme pas en avant, mais l'idéal, ce serait quand même de l'éviter, voire de la supprimer. Un moindre accès à la formation, des perspectives d'évolution et de mobilité limitées, des augmentations de salaire et des primes réduites, voilà les pratiques discriminatoires les plus fréquentes de nos jours. Alors qu'est-ce que la discrimination à l'embauche ? Pourquoi les termes préjugés et stéréotypes nous ont-ils toujours fait frissonner ? Est-il possible de remédier à un phénomène inconscient ? Et si oui, comment faire ? Alors un stéréotype, c'est quoi ? Je dirais que c'est généralement défini par des croyances qu'on a sur un groupe, et malheureusement, presque toujours, ces croyances se généralisent et deviennent alors complètement résistantes au changement. Voilà, il y a ma copine qui est en train de passer son permis, mais je ne le sens pas du tout. Ouais, bah elle arrivera jamais, c'est une femme. Ouais, d'office, elle sait pas. Un préjugé, eh bien, c'est une attitude négative ou une prédisposition à adopter un comportement négatif envers un groupe ou envers les membres de ce groupe et qui repose toujours sur une généralisation erronée et permanente. Ça va être une gonzesse. La discrimination, pour moi, ce serait plutôt le fait de distinguer ou de traiter différemment, le plus souvent d'une façon négative, une personne ou un groupe de personnes par rapport au reste de la collectivité ou même par rapport à un simple individu. Bonjour. Ah bon Oh, pardon. Ouais, Bonjour. Je vous prends quelque part ? Non, c'est Non, gentil, merci, tranquille. ça ira. C'est gentil, non, c'est bon. Ok. Merci, salut. Alors, évidemment, oui, il existe de nombreuses discriminations, comme la discrimination basée sur le handicap, sur le lieu de résidence ou encore la discrimination sexuelle. Mais je crois que si je devais en citer trois principales qui sont présentes dans notre société, je dirais la discrimination basée sur le genre. La discrimination basée sur l'âge. Et la discrimination basée sur l'appartenance ethnique. Voici maintenant l'illustration de 3 grandes discriminations à l'embauche, tournées de façon humoristique. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Attendez. Marie, un coussin pour monsieur, s'il te plaît. Merci, Marie. Voilà, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors, on va commencer. Vous avez quel âge ? 50 ans. 50 ans. 50 ans. Alors, je vous cache pas, oui, vous allez l'escalier par jour, pas d'ascenseur, debout toute la journée. 50 ans, je peux pas. 50 ans, c'est non. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors, bon, je vais vous faire passer un petit test, hein, pour gagner du temps. Donc, ne bougez pas. Tout simplement, ne bougez pas. Non. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Désolé, ne correspondait pas au profil. S'il vous plaît, mon CV. Merci. Bon. Alors vous, le mercredi après-midi, pas disponible. Ah si ? Pourquoi ? C'est pas votre mari qui va aller chercher les gosses à l'école, hein. Alors, 53 ans, 30 ans de carrière, c'est beaucoup, hein. Merci. Enfin, c'est un peu trop. Donc, par contre, je vois, vous avez travaillé dans cette société, mais c'est quel secteur ? Oui, attendez un instant. Ah, vous avez un problème de vue ? C'est l'âge, ça. Oui, je suis venu habiter ici à Bruxelles, il y a 3 ans, avec ma famille, Et vous venez d'où? de Chine. C'est quoi votre truc avec les baguettes? Bon bah merci beaucoup, vous avez Merci. pris pour le job. Et vous aurez probablement des nouvelles dans les prochains jours. Alors, la discrimination de genre, ou de sexe devrais-je dire, est depuis très longtemps une cause pour laquelle de nombreuses personnes se battent. C'est l'idée selon laquelle on va séparer et traiter des groupes de sexes différents d'une façon tout à fait désavantageuse, et depuis toujours ce sont les femmes qui subissent ce désagrément. Alors pour illustrer ça, je me souviens d'une étude, et l'hypothèse de base était que dans un contexte non sexiste, certains individus allaient avoir recours aux stratégies discursives pour masquer leur sexisme et leur perception totalement dévalorisée de la femme au travail.
Et effectivement, l'attribution des qualités requises s'est montrée tout à fait changeante en fonction du sexe du candidat. C'est-à-dire que les marques langagières d'attrait, de crédibilité, de dynamisme se sont vues plus attribuées aux hommes qu'aux femmes. Donc ces résultats ont validé les hypothèses de base. Et ça montre bien que le discours produit par les personnes chargées de sélection s'inspire des stéréotypes de genre pour justifier le sort défavorable des candidates. Alors ça peut sembler assez inattendu, oui, parce qu'on se rend compte que même en l'évoquant oralement, un recruteur n'aura pas conscience de son erreur de jugement et ne sera donc pas amené à réagir et à corriger le stéréotype, ce qui entraîne de grandes injustices qui ne se modifient pas. Alors, la discrimination basée sur l'âge, elle correspond à des pratiques différenciées selon des critères d'âge qui sont totalement injustifiés. Donc, afin de mieux vous expliquer le phénomène, j'ai envie de commencer par citer quelques chiffres. Donc, en 2002, en France, il faut savoir que 82% ont recruté un candidat de moins de 30 ans, tandis que seulement 25% ont recruté un candidat de plus de 50 ans. Les chiffres sont hallucinants et ça évoque bien le fait que, de nos jours, les seniors n'ont pas du tout la cote au sein de l'entreprise. Il faut savoir que les formations longues ainsi que les formations préparant à des évolutions professionnelles et à des promotions sont rarement proposées à des plus de 45 ans. Donc, deux raisons peuvent être avancées pour expliquer ce phénomène. Premièrement, et qui blâme en quelque sorte ces personnes, serait l'absence de motivation qu'elles manifestent à suivre une formation. Bon, à ça, les seniors se défendent par trois arguments. Premièrement, ils font confiance à l'entreprise pour connaître leurs besoins de formation et y répondre sans qu'ils aient besoin de faire la demande. Deuxièmement, ils sont souvent convaincus que les formations ne leur permettra pas vraiment de progresser de par leur expérience déjà acquise. Un peu de modestie, hein. Et troisièmement, ils ont le sentiment que les pratiques pédagogiques leur sont mal adaptées, que c'est pour les jeunes, etc. Alors, la deuxième raison qui pourrait amener à la discrimination à l'embauche est la durée d'amortissement de l'investissement à la formation. C'est-à-dire que former un quinquagénaire ne permet pas de récupérer l'investissement avant son départ à la retraite. On peut rajouter également à cela le fait que les seniors souffrent du phénomène du plafondage, comme on l'appelle, ce qui est l'absence de possibilité de progression et qui limite donc leurs perspectives de promotion ou de mobilité au sein de l'entreprise. Alors, pour conclure à propos de la discrimination basée sur l'âge, une enquête réalisée en 2004 a montré que les seniors étaient appréciés pour leurs compétences, leur connaissance de l'entreprise et du marché du travail. Néanmoins, les gens ont tendance à rester focalisés sur leurs conditions physiques, leurs difficultés à s'adapter aux nouvelles technologies, ainsi que sur leur plus faible mobilité, ce qui limite forcément leur capacité de travail et donc réduisent leur efficacité. Mais ces raisons ne doivent pas pousser à la discrimination, car il a été démontré de nombreuses fois que les personnes de plus de 45 ans étaient un véritable atout pour une entreprise, grâce notamment à leurs nombreuses années d'expérience et également à leur capacité de transmission de connaissances envers les plus jeunes recrues. Tout d'abord, laissez-moi définir la discrimination liée à l'appartenance ethnique. Elle correspond au traitement différencié des individus en fonction de l'appartenance ethnique. Pour illustrer ceci, je vais vous parler d'une expérience qui a été menée en Irlande. Dans cette étude, on a comparé des noms d'origine asiatique, africaine et allemande à des noms irlandais. Les résultats, qui sont tout à fait alarmants, ont montré que les groupes minoritaires seraient 2 fois moins acceptés dans un entretien d'embauche par rapport aux groupes majoritaires après lecture du CV. Et tout ça à cause de leur nom. Une autre expérience française inquiétante a été menée. Les chercheurs devaient faire passer un questionnaire à 115 employeurs et mesurer l'intention de discrimination ethnique à l'emploi, les préjugés, la qualité du contact avec les jeunes immigrés turcs ou maghrébins et les orientations d'acculturation. Ici, les résultats montrent que, premièrement, les préjugés envers ces jeunes sont reliés positivement avec l'intention de discriminer. Deuxièmement, les résultats montrent que la qualité du contact lors de l'embauche n'est pas reliée à l'intention de discrimination. Et troisièmement, il a été aussi conclu que les 3 préjugés qui ressortent le plus sont la surpopulation de ces jeunes immigrés, la compatibilité avec l'image de la marque et les orientations d'acculturation ethnocentrique. Alors, il existe 4 causes principales à la discrimination. La première, c'est ce qu'on appelle la surgénéralisation. Ça désigne le fait que les préjugés de base, qui est le terme clé de toute discrimination, se généralisent jusqu'à biaiser complètement le comportement et l'intention. La seconde cause vient de la personnalité. En effet,
Une grande partie de la population pense prendre des décisions objectives, alors qu'en réalité, elles sont biaisées par leurs croyances et leurs perceptions personnelles. On caractérise alors ce type de personnes, qui sont bien plus aptes à la discrimination, de personnalités subjectives. Un exemple. Pour tester si une personne est subjective ou non, on pourrait leur demander de cocher la case « Mon jugement est basé sur une analyse logique des faits » ou « Mon jugement est parfois influencé par mes propres perceptions et pas uniquement basé sur les faits ». Troisièmement, en ce qui concerne plus particulièrement la discrimination ethnique, elle se base sur des caractéristiques raciales, comme la couleur de peau, mais également le lieu de résidence. C'est-à-dire qu'une personne habitant dans les ghettos aura moins de chances d'être prise dans un entretien d'embauche, et donc d'être engagée, qu'une personne vivant en banlieue. Enfin, une dernière cause de la discrimination serait due aux facteurs personnels. En effet, une étude a démontré que les préférences exprimées par les recruteurs pèseraient lourd dans la balance. Ceux-ci peuvent provenir du recruteur lui-même, voulant maintenir une certaine stabilité interne, ou même de ses clients, ceux-ci étant dès lors supposés ne pas tolérer la diversité au sein de l'entreprise. Alors une théorie en faveur de la discrimination avance qu'en l'absence d'informations objectives sur les candidats, les recruteurs tendent à prendre en compte les qualités visibles des candidats, telles que l'âge, le sexe, la couleur de peau, etc. Alors pour la même cause, une autre théorie conçoit que l'origine de la discrimination provient des croyances des employeurs, qui se focalisent en fait sur l'incertitude et l'incomplétude informationnelle. Donc, il est normal que lors d'un premier contact, les employeurs manquent d'informations objectives sur les candidats, et ainsi ils tentent de compléter le profil du demandeur par des caractéristiques imaginaires et très souvent stéréotypées. Donc finalement, c'est un peu comme si le recruteur cherchait le stéréotype, ce qui est assez ironique. Donc dans ce sens, une nouvelle étude nous montre d'autres facteurs individuels. Donc elle explique, comme vous l'aurait dit mon collègue Monsieur Leblanc, que les individus ayant des contacts interethniques plus positifs, des niveaux d'enseignement supérieurs et des parents plus instruits seraient moins susceptibles de discriminer les candidats issus de minorités ethniques. Donc voilà, pour conclure sur les facteurs individuels, on peut dire que d'une part, les discriminations sont considérées comme des choix subjectifs effectués sans tenir compte des règles établies, et d'autre part, elles résultent du fonctionnement même de la société. Donc elles sont dues essentiellement aux préjugés des recruteurs, mais également à l'influence des membres de leur réseau relationnel. Voici maintenant en images un exemple de discrimination ethnique lors d'un véritable entretien d'embauche. Je viens d'une famille d'origine grecque, donc principe-valeur, d'accord ? Vous intégrez le GAN demain, vous arrivez sur votre nouveau secteur, vous m'appelez, vous prenez rendez-vous avec moi, on se voit à quelle heure ? Ben, à l'heure de votre disponibilité. Vous êtes conscient que là, il va faire froid quand même, hein ? Vous dites, vous êtes d'origine grecque, quand il va faire froid, il va s'ouvrir. Il va falloir aller dehors. Il va falloir y aller. Oui. Vous êtes conscient de ça ou pas ? Oui, je suis conscient et cela ne m'effraie pas. La solution la plus évidente pour lutter contre la discrimination est l'égalitarisme. C'est-à-dire que les conditions de procédure de sélection doivent être similaires pour chaque participant. Donc, chaque recruteur doit posséder les mêmes critères de sélection. Pour moi, mettre en place un contact intergroupe a tendance à réduire les préjugés. Mais cela implique aussi quelques conditions, à savoir une égalité de statut, un contexte favorable et un contrôle exercé par une instance supraordonnée. Alors, une dernière solution serait l'objectivation du processus de recrutement. Par exemple, en ayant recours à un comité de recruteurs, ça permettrait entre autres d'augmenter l'objectivité de leur choix et donc de diminuer la discrimination. Alors en conclusion, la sensibilisation et l'éducation des acteurs sociaux contre les discriminations, de même que la promotion de valeurs culturelles telles que la diversité, constituent des moyens à la fois humains et sociaux pouvant réduire les discriminations. Comme nous vous l'avons montré aujourd'hui, la discrimination est encore bel et bien présente. Il y a de plus en plus de demandeurs d'emploi sur le marché du travail. Il est donc bien plus aisé de trouver la personne remplissant tous nos critères de recrutement. Et de ce fait, la discrimination n'en est que d'autant plus facile. Chers recruteurs, par ces temps rudes pour le monde du travail, vous avez la clé pour un recrutement plus juste. Chacun d'entre vous peut faire avancer les choses et permettre à chaque candidat de trouver le job qui lui convient.